Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio confiné, j'ai avec moi Grégory Blanc, président de Oui, Mentor tout à fait, Aéro. je suis là, je suis présent. Olivier Lacombe, le pilote laconique. Oui, bonjour à tous. Et cette semaine, le mot qu'on va regarder, c'est le mot med, comme dans la médisance. Ah ouais? Ah oui, Oui, tout à fait. On poursuit avec les vocabulaires grecs, comme on était passé la semaine dernière. tout à fait, oui. On a eu de très bons commentaires là-dessus en plus, c'est excellent. Puis, est-ce que tu vas nous faire un commentaire laconique sur tes premiers vols des derniers vols? De la de saison, Harvard, tes premiers vols ton de premier vol de la J'ai saison. repris l'air hier pour la première fois depuis janvier. OK. Donc, Le Harvard is back. oui, mon avion est de retour. Donc, de façon laconique, je pourrais dire qu'il est encore bon pour voler. Donc, tout s'est bien passé. Good. Et André Allard, éditeur en chef des Ailes du Québec. Eh, bonjour tout le monde! Donc, en fait, on en a parlé vite, mais je vais le dire, on va mettre un lien vers la chaîne de Olivier pour que vous puissiez voir ces petites vidéos Oui. d'avion. Et, premièrement, grande annonce aujourd'hui, chers auditeurs. Merci beaucoup à notre 100e abonné de la chaîne YouTube de l'aéroport. Mais un à la fois, c'est Et, bon. passez le mot à vos amis parce qu'on vous réserve une surprise pour le 200e abonné. Alors, ça pourrait venir très rapidement. Hein? Oh ouais, Qui sait? on est dans le chemin pour le 1 million. Fait que... PewDiePie aurait émis un communiqué comme quoi qu'il avait voyait peur. comme une menace, ouais. Il nous voyait comme une menace, ok. Je Excellent. pensais que c'était Joe Rogan qui nous avait... En tout cas, bref. Alors, PewDiePie a plus d'abonnés. Ouais, Le ok. contraire d'une menace, un ami de l'aéropode à qui on veut dire un beau bonjour. Oui, on veut saluer Pierre-Olivier Veilleux. Si vous êtes sur Facebook et si vous aimez les spectacles aériens, il y a sa page Québec Air Show. Ouais. Donc, Ouais. il nous tient au courant de tout ce qui se passe au niveau des spectacles aériens dans la région. Si on veut le nord-est de l'Amérique du Nord, mais particulièrement au Québec. Ouais. C'est sûr que cette année, il se passe absolument rien. Mais il y a quelques shows qui sont rendus virtuels, non? Oui, il y a des trucs virtuels qui se passent, mais Pierre-Olivier fait un super bon travail. Il vient nous tient au courant quand il y a eu l'opération Inspiration, quand les snowbirds sont passés dans la région. Ces publications sont allées chercher 300 000 personnes Oh, quand même. pour tenir les gens au courant. Ils disaient, OK, les snowbirds vont passer à Montréal aujourd'hui, leur itinéraire, ça va être ça. Et puis, il relayait les photos. Ouais. Donc, Pierre-Olivier, il est tout jeune, 21 ans, Saint-Georges-de-beauce. Donc, Cool. un passionné d'aviation depuis... Il nous avait aidé au spectacle aérien des Cantons de l'Est en 2014. Il nous avait aidé, il a pris des photos, il s'était occupé des publications sur Facebook. Oui. Très, peut-être, très et bon. peut-être d'autres affaires que j'oublie. Là. très, très bon avec les Mais, médias sociaux, Pierre-Olivier. Oui. Donc, c'est un de nos amis, on le salue. Absolument. Super. Autre petit point de précision en lien avec la question des syndicats, André. Oui, en fait, c'est concernant Unifor, parce que après l'entrevue avec David Chartrand de l'AIMTA, il y a des gens qui m'ont suggéré pourquoi tu n'en fais pas une avec Unifor. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai écrit un courriel, j'ai pas eu de réponse. J'ai parlé à quelqu'un au local 62 d'Unifor. On m'a dit on va te revenir avec ça et j'ai jamais eu de réponse. Écoutez, c'est pas la première fois que ça arrive avec Unifor, puis moi, que Unifor ne veuille pas communiquer avec les médias, c'est leur choix. Je les trouve pas plus méchants ou quoi que ce soit. La seule chose qui se produit, c'est que quand il y a des nouvelles importantes, tu sais, puis que là, ça se met à rentrer de tout bord, de tout côté, puis que j'essaie de sortir 3, 4, par exemple, posts par jour sur mon site Internet, ben, j'ai pas le temps de courir après les réactions de l'un ou de l'autre, puis des appeler, puis je suis obligé de prendre ce qu'on me feed. Fait que Puis d'autant plus que c'est un bon point que tu soulèves, André, parce que bien qu'on n'ait pas encore des millions d'abonnés, il reste que c'est une plateforme que, tu sais, souvent on s'amuse, et moi le premier en joke à dire « Hey, si quelqu'un connaît machin, là, vous lui direz qu'il nous appelle ». L'invitation est lancée également au syndicat. On fait pas de préférence, on n'a pas d'allégeance, on parle pas de politique, on offre une plateforme pour eux pour en discuter. Donc, l'invitation est lancée. M. Chartrand l'a saisi. Cette occasion-là, a saisi l'occasion et Donc, si vous vous demandez pourquoi on n'a pas encore discuté avec eux, c'est parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu l'occasion, mais on demeure tout à fait ouvert. on Absolument. est très ouvert, on n'est pas rancunier. si Voilà. Unifor veut nous appeler, c'est le temps. Parlant d'occasion médiatique, Assemblée générale annuelle de Bombardier André. Ben oui, écoute, j'ai même pas la journée de l'Assemblée générale, là, j'ai même pas couvert ça sur mon site Les Ailes du Québec. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe, André? Ben, Es-tu malade? Es-tu malade? c'est parce que, tu sais, en général, l'Assemblée générale annuelle, là, je sais pas si tu sais, là, t'apprends pas grand-chose de nouveau. C'est un peu soporifique. Ben, écoute, Pierre Baudouin a défendu la rémunération d'Alain Bellemare.
Y Pas a-tu de surprise, là. quelqu'un que ça a surpris? Non. Tu sais? Bon. Je suis resté bien assis sur ma chaise. La seule chose que j'ai C'est trouvé... lui qui l'a mis dehors aussi. Fait qu'il faut dire que... tu sais. Ouais. Ça serait C'est lui- malaisant c'est lui de qui dire, l'a engagé, j'ai signé c'est lui vraiment un mauvais Exact. contrat, puis j'ai pris une mauvaise décision. là. Ouais, c'est lui qui a engagé, il a négocié son contrat, puis il l'a congédié. Fait qu'il il défend... Il devait bien être au courant de c'est quoi j'ai signé déjà il y a 5 ans. Oh shit. T'sais, fait que là-dessus, c'est comme un sujet. Tu sais, la rémunération des cadres chez Bombardier, c'est un sujet qui a pris une proportion absolument incroyable. Mhm. Ouais. Puis c'est son tendon d'Achille au niveau de l'opinion publique ces temps-ci. C'est compréhensible parce que c'est vrai que de verser 16 millions de dollars à un cadre alors que t'es dans la situation actuelle, il y a quelque chose un petit peu de dichotomique là-dedans. Tu sais. Mhm. On peut pas dire bravo, félicitations. C'est impossible. Il y a quelque chose de dérangeant là-dedans. C'est rendu, cette histoire-là nuit à l'entreprise elle-même. Oui. Mhm. Bon. Ça nuit énormément. La seule nouvelle qu'on a eue, c'est que M. Martel, le nouveau président, a dit nous n'avons pas besoin de l'argent, de l'aide du public. On préférerait se retourner vers le privé si on a besoin. Mhm. Ça a probablement fait baisser la pression un peu au Mais niveau... en même temps, c'est un secret de polichinelle. Là. Je Ouais. veux dire, la tendance est, le climat actuel fait que tu serais malvenu de demander Oui, de mais l'aide. sauf qu'en disant ça, ça dégage un petit peu Bombardier du reste de l'industrie Oui. qui, elle, va demander de l'aide. Là, les gens vont dire, bon, c'est ça, on aide encore Bombardier. Non, on va aider Non, t'as raison. Mais en même temps, ce que je voulais dire, André, excuse-moi de te couper, c'est juste dire, je ne doute pas des bonnes intentions d'Éric Martel. Là. Ouais, moi non plus. Mais je veux dire, ce serait malvenu de dire, ah, puis by the way, serre pas ton stylo tout de suite parce que tu vas en avoir besoin. Ouais, ça, c'est là, pas le bon moment. Voilà. Et je pense qu'au niveau de... Puis, bon, M. Martel veut faire de Bombardier une entreprise appréciée des Québécois, veut regagner le cœur des Québécois, ben c'est pas compliqué. Sors-nous le premier jet d'affaires électrique, puis mets-le sur le marché, puis on va commencer à penser. T'sais, non, mais le succès, les gens aiment on a un succès. pilote. Fait qu'en si- gros, t'as 10 ans devant toi, là. Go, Fait go, que, go. ouais. Ouais, mais le succès, tu sais, dans les belles années des années 90, quand les CRJ se vendaient comme des petits pains chauds, puis des Challengers, puis que le Global venait de Ouais. sortir, Bombardier, c'était la sœur. Pourquoi ça marchait? Mhm. Ramène-nous... Ça fait partie du plan. Là. Ouais. Ah, de toute façon, livre quelque chose, là. Et ouais. Fais quelque chose. Ouais, on est De toute d'accord. façon, on le sait que les Québécois sont ingénieux, sont capables. Mhm. Fait que ça Oui. prend juste un leader. Ça prend juste quelqu'un qui va montrer le chemin, qui va dire par où on s'en va. Puis après ça, l'ingéniosité québécoise va se mettre à l'œuvre. Donc, ça Et prend voilà. juste quelqu'un qui va donner la direction Qui vers va où on inspirer s'en va. confiance aux employés, puis au groupe de Exactement. génie, puis au groupe des... Parce que, Oui. en C'est ce termes qui lui manque. de dire que les gens sont capables, là, on est capable. Oh, Fait que ça prend juste une direction. oui, c'est ce que Absolument. j'avais à dire. Le CH-148 est de retour en vol, Olivier. On Oui. peut te dire yeah ou... Ben, il y est probablement parce que ces hélicoptères-là ont été payés à fort prix. Et Faut que ça vole. il faut que ça vole. Et lorsqu'ils étaient cloués au sol suite à l'accident, on avait parlé à l'épisode 31, qui a clamé la vie Ouais. des membres d'équipage. Si les navires canadiens qui étaient déployés n'avaient pas de ressources, de composantes organiques de lutte anti-sous-marine ou de lutte au-delà de l'horizon avec leur truc. Donc, les forces armées canadiennes ont un espèce de rapport préliminaire. Ils ont mentionné que l'hélicoptère revenait vers le bateau et le directeur de vol était engagé. C'est un instrument qui permet au pilote de programmer des manœuvres ou une attitude, une vitesse, un cap. Et c'est facile de suivre ça. Et le pilote automatique va suivre les indications du directeur de vol. Ouais. Là, c'était engagé sur l'hélicoptère. L'hélicoptère s'en revenait vers le navire et le pilote a essayé de manœuvrer l'hélicoptère manuellement, comme sans l'autopilote qui n'était pas engagé. Et l'hélicoptère n'a pas répondu aux manœuvres du pilote. Et ils ont essayé de désengager l'autopilote. Ça n'a pas fonctionné. Et ils ont perdu le contour de l'hélicoptère. Donc Ok. là, juste pour être sûr que je comprends, là, ça veut dire que l'autopilote était engagé mais ne fonctionnait pas. Ils étaient probablement juste armés. Ouais. Ils suivaient le directeur de vol et lorsqu'ils sont venus pour piloter l'hélicoptère à la main, l'hélicoptère n'a pas répondu. Fait que donc, l'autopilote n'aurait pas débarqué. C'est ça qui est un peu mélangeant. oui, Parce là. que je sais que j'ai vu qu'ils ont dit que c'était pas un problème mécanique. Ça, ils ont Ouais. rulé out. C'est probablement un problème de logiciel. OK, c'est bon. Mais il n'y a pas, normalement, un autopilote, OK? Il y a une protection aussi qui fait que l'autopilote ne doit jamais être plus fort que la force d'un Ouais, il humain. va y avoir des embrayages dans les contrôles. Par exemple, sur un avion, si on prend un Navajo, un King Air, avec des contrôles, avec des câbles et des poulies, il va y avoir un embrayage. Sur un hélicoptère comme le Cyclone, c'est un hélicoptère qui n'est pas tout à 100% à commande de vol numérique, mais qui s'en approche beaucoup. Donc, il n'y a peut-être pas un lien direct entre le pilote et
les actuateurs. Donc, c'est actuateurs Il n'y a pas hydrauliques. moyen de forcer. Tu peux forcer, mais il y a la pression hydraulique de l'autre côté. Donc, tu te bats contre des springs en en fait, dessous du plancher. et donc c'est toujours susceptible d'avoir un bug. ouais. Ok. Donc, là, l'enquête, lorsqu'elle va suivre son cours, on devrait savoir qu'est-ce qu'il y en a. Ils avaient déjà récupéré les boîtes noires. Et là, la marine américaine, avec un gros spécialisé, ils ont récupéré l'hélicoptère et les dépouilles des soldats, des militaires qui étaient déjà à l'intérieur. Et l'enquête va faire son cours. Et puis l'équivalent du BST des Forces canadiennes va nous faire un rapport. On devrait avoir les réponses d'ici quelques années. Ouais. Super. Mais c'est vraiment mystérieux super. tout ça. Oui. Oui, quand même, hein, on a plus de réponses, mais en même temps. Parce on que moi, je comprend trouve ça moins. majeur comme bug, là. Quand même. Et pourtant, ils ont été. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, ils reviennent en service, mais en même temps, ils Ils ont reviennent pas l'air en d'être plus service. inquiets que ça. Ils reviennent en service et il va y avoir des entraînements des pilotes OK. en simulateur pour faire face à une situation comme ça. OK. Donc, ça nous indique qu'ils ont probablement déjà une bonne idée de ce qui s'est passé OK. et qu'ils sont pas non plus... c'est pas un cas de « Non, tu vas aller voler avec l'hélicoptère, oui, mais c'est dangereux. » Là, oui, mais le temps qu'on fasse... On va s'entraîner pour pallier à ça le temps qu'on arrive avec un correctif pour l'hélicoptère. J'espère juste une chose, Olivier. Là. Puis là, on enregistre, fait que ça restera dans les annales de... J'espère juste que Sikorsky attendait pas avec l'arrêt, parce qu'on a quand même une réponse assez rapide au problème, là, semble-t-il, là, comme tu dis. J'espère juste qu'il n'y avait pas la solution dans une filière, là, puis qu'il attendait juste un coup de fil pour dire « Ah oui, on a ce qu'il faut pour régler le problème. » Tu sais, dans quelques années, là, quand un journaliste ou quelqu'un finira par faire sortir l'histoire, là, puis là, j'espère juste qu'on n'apprendra pas que Sikorsky était au courant, puis il y avait déjà le repair dans les mains. Ouais. La solution, repair, solution, peu importe. Tu vas avoir les doigts croisés quelques années, si j'ai bien compris. Ouais. Parlant de suivi de crash, perte par le feu d'un 767 en 2015. Ouais, en 2015, à Fort Lauderdale, la compagnie à l'époque, elle s'appelait Dynamic International Airways, un 767-200, comme le fameux planeur de Gimli d'Air Canada. Ouais. Donc, l'avion circulait au sol pour aller décoller. Le moteur gauche a pris en feu. Il y a une conduite d'essence qui avait été mal freinée. Donc, vous savez, les pièces, on va mettre pour les serrer, on va mettre un câble en acier inoxydable qui va venir empêcher la pièce de se dévisser, de se desserrer. Et là, le freinage n'était pas bon, a cassé ou c'est juste défait. L'union entre du tuyau d'essence a ouvert et le feu est pris dans le moteur. Donc, les pilotes ont arrêté l'avion sur la piste ou sur la voie de circulation. Et le temps qu'ils se revirent de bord, OK, on va faire les procédures, on va fermer les moteurs, on va initier l'évacuation. Les gens dans la cabine ont commencé à évacuer immédiatement, malgré le fait que le moteur de droite n'était pas encore arrêté. Et les gens ont évacué. La seule blessure qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui était renversé par le souffle de ce moteur-là, une fois rendu au sol. OK. Et ensuite, ils ont fermé le moteur, ils ont lancé à la cabine l'évacuation et ils ont mentionné d'évacuer à droite. Normalement, les pilotes, quand on initie une évacuation, on ne dit pas de quelle direction s'en aller. Parce que si tu fais les agents de bord, les pilotes, on regarde vers l'avant, les agents de bord, souvent, sont assis en regardant vers l'arrière. Ouais. Donc, si on dit on évacue à droite, oui, mais à droite de qui? Ouais. Ouf, ouais. Donc, on fait juste dire évacuez, arrangez avec vos troupes, on va rejoindre dehors. Et là, ce qui est intéressant avec tout ça ici, c'est que la compagnie elle a une connexion canadienne. Elle a changé son nom pour Eastern Airlines quelques années plus après. Vous vous souvenez quand le MAX a été groundé, les Sunwing en avaient quelques-uns. Ils ont dû faire appel justement au service de Eastern Airlines pour venir faire des vols pour remplacer les MAX. OK. Donc, il y avait beaucoup de 767 qui se promenaient à Dorval et à Toronto. Et puis, chose intéressante, ils ont des 767-300 avec les moteurs Rolls-Royce, cette compagnie-là. Ah oui, les anciens de Qantas. C'est Qantas, il me semble, qui avait fait faire des 767 avec des Rolls-Royce installés dessus. C'était les seuls à l'avoir. Je pense que c'était Ansett. Puis c'est Qantas qu'ils ont eu par après. Ça se peut. Quand ils ont absorbé. Je sais que Qantas les a eus, sûr et certain. J'ai de très belles photos avec de magnifiques Rolls-Royce dessus. Mais je pense que c'est les avions de Ansett. Écoutez, on va mettre la réponse définitive dans les notes de l'épisode. Oui, puis j'ai même des photos. Cet avion-là, je l'ai vu en 2015, pas longtemps après l'accident. Je revenais à Montréal, j'étais passager sur un vol, j'ai pris des photos, on pourra les mettre dans les notes. Cool. Oui, on trouvera un moyen. Excellent. Puis donc, ce qu'on dit toujours que ça, c'est le rapport final, là, donc c'est 5 ans plus tard. Oui, c'est 5 ans plus tard. Bon, c'est à peu près ça qu'on va avoir. Ils ont pris leur temps. C'est le NTSB qui a enquêté là-dessus? Oui. Eh bien. Mais aussi, quand c'est un truc qui n'est pas urgent, ça donne rien aussi. Ils vont aller au dossier plus urgent. Oui, j'imagine. Effectivement. Parlant d'un dossier qui a été un petit peu urgent dans les derniers jours, collision un peu hallucinante à Ottawa.
Oui, c'est vraiment c'est freak. J'avais été traumatisé quand j'étais plus jeune avec la collision qu'il y avait eu à l'aéroport de Mascouche en 97. OK. Ça m'avait grandement affecté. Mais là, à Ottawa, en fin de semaine, il y a 2 Cessna. Un 172 sur roue, puis ce qui semblait être un sur les flotteurs. On venait juste une photo de l'avion en envers dans la rivière. Donc, ils se sont frappés au-dessus de la rivière des Outaouais. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a personne qui est mort. Donc, le 172 est retourné, qui était sur roue, retourné à Arnprior. Ils étaient 3 à bord. Et celui qui est tombé dans la rivière, l'hydravion, il y avait un homme d'environ 70 ans qui a été blessé légèrement. Ah ouais. Donc, c'est souvent les collisions en vol, il n'y a personne qui survit. Ou il y a un des 2 avions qui est correct. Dans ce cas-ci, les 2 avions ont été. Mais quand tu y penses, c'est quand même assez spécial. Puis moi, ça me fait penser, parce que je me rappelle pas de l'accident de Mascouche, mais je me rappelle de celui qui est arrivé ici à Saint-Hubert ou Saint-Bruno, là, au-dessus des promenades Saint-Bruno. Quand tu y penses, c'est quand même quelque chose. Tu sais, le ciel, c'est quand même assez grand, là. C'est quoi les chances que, tu sais, au bon endroit, au bon moment? En même temps, tu me diras, il y a 80 ans, 80 quelques années, quand les 2 avions se sont rencontrés au-dessus du désert. La dérive du Big Sky. Exactement, tu sais, ça a triggeré le fait que la FAA a changé, a mis des radars et tout ça. Mm-hmm. C'est un fait. Puis ça prend malheureusement des cas comme ça pour qu'on change des mentalités, qu'on change des choses au niveau opérationnel. Mais c'est quoi les chances que ça arrive, sérieusement? Là? C'est quoi les chances de gagner la 649? Au monde au-dessus d'une rivière, là, je veux dire, à choisir, je prendrais un centre d'achat, là. Ben, je sais pas, là, encore là. Ouais, bon, je sais pas. Mais la rivière à Ottawa, la rivière des Outaouais, c'est un corridor pour faire la transition entre l'espace aérien, si on veut, de Québec, Carp, puis... Arnprior, ouais. et puis pour passer entre la zone de contrôle terminale, en fait, la zone de contrôle de l'aéroport d'Ottawa, McDonald-Cartier, Ouais. la zone de contrôle de Gatineau, Mm-hmm. la zone de l'aéroport de Rockcliffe. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y a un corridor au-dessus de la rivière. OK. Donc, il suivait le... Donc, il y avait une raison d'être Oui, là, c'est comme à Oka. spécifiquement, Oka, il y a le corridor VFR qui Ouais. part du fleuve Saint-Laurent et qui s'en va jusqu'au lac des Deux-Montagnes. Oui. À Oka, ensuite, les gens veulent tourner, exemple, si on va vers l'ouest, on tourne à droite, on s'en va vers la chute. Hawkesbury, Ottawa éventuellement. Si on tourne à gauche, on a les Cèdres, on a Valleyfield. On peut revenir aller vers Saint-Jean. Donc, c'est des endroits qui ont quand même beaucoup de trafic. OK. Donc, il faut être vigilant quand on pense à ces endroits-là. Et c'est très facile de perdre un avion de vue dans le ciel. C'est vraiment absolument. difficile. Oui, tout à fait. De repérer un avion, là. Des fois, on est en vol, on dit, c'est un avion, c'est un oiseau. Aucune idée. Là, t'essaies de bouger la tête dans le cockpit pour essayer de voir si c'est pas quelque chose dans la vitre ou dans tes lunettes. OK. Ouais, c'est spécial. Eh bien, on est très content pour tout Les le monde. survivants. Oui, mais quand même, j'ai l'impression que ça doit demander un sang-froid fou après un accident comme ça de ramener un avion. Là. Donc, bravo aux pilotes. Ouais. On est content que personne se soit été blessé grièvement. Oui, absolument. À ce Absolument. niveau-là. Un des appareils avec les noms les plus étranges au monde, on a un petit suivi. Donc, SB is bigger than one. Oui, le SB est supérieur à 1. Le compétiteur de Sikorsky et de Boeing pour le contrat, le programme du FVL, le Future Vertical Lift. Ouais. Et donc, on avait parlé du FARA déjà, Oui. il y a quelques épisodes. Et là, on parle du SB1. Donc, Sikorsky se brisait les bretelles littéralement le 9 juin dernier, atteint la vitesse de 205 nœuds en vol horizontal. Le SB1, c'est un truc un peu bizarre. Vous savez, les hélicoptères russes comme les Kamov qui ont un rotor Rotor coaxiaux. coaxial un par-dessus l'autre. Ouais. Bon, imaginez un hélicoptère comme ça avec en plus une hélice à l'arrière qui est propulsive, donc qui pousse l'appareil vers l'avant. Ce qu'on appelle un compound helicopter. Oui, un hélicoptère hybride. Mm-hmm. Donc, les bons mots sont importants, monsieur. Ah, c'est correct. Monsieur c'est pas- Blanc? Oui, absolument. Oh oui, je seconde de sa proposition. Hey, Donc- mais c'était Non, important. mais là, on a là. toutes les versions avec vos points. Exactement. messieurs. Les gens sont capables de nous suivre. Donc, oui, c'est ça. Donc, cet hélicoptère-là est vite, si on fait un cours d'aérodynamique d'hélicoptère, c'est que plus on vole avec l'hélicoptère, le rotor principal, à un certain moment, n'arrive plus à la fois faire la portance pour garder l'hélicoptère en vol et fournir une force motrice pour le faire avancer. Mm-hmm. Donc, ce que Sikorsky a fait, je vous fais une histoire courte sans vous donner un cours d'aérodynamique au complet. En ayant cette hélice propulsive-là, le rotor peut faire sa mission principale qui est de soutenir l'hélicoptère en vol et la vélocité vers l'avant est fournie par cette hélice à l'arrière. OK. Donc, tout ça pour dire que leur programme du FVL, les spécifications de l'armée américaine sont d'une vitesse d'au moins 230 nœuds. Et la vitesse de 205 nœuds qui a été faite le 9 juin a été atteinte avec uniquement 50%, moins de 50% de la puissance de cette hélice-là. Et le pilote d'essai lui a dit, il est confiant que son appareil peut aller chercher jusqu'à 250 nœuds. Quand est-ce qu'on va savoir? Bell, de leur côté,
parce qu'on aime ça être impartial ici à l'aéropod. Bell, eux, leur appareil pour ça, c'est un appareil à rotor basculant. Ouais. Qui ressemble à un Black Hawk avec des ailes d'Osprey. La grosse différence, c'est que c'est juste le rotor qui est basculant et non pas toute la nacelle comparément au Osprey. Ouais. Donc, le Osprey, un de ses problèmes, c'est que les moteurs devaient basculer, donc ça prenait des circuits d'unification. Le rotor est actionné par une espèce de joint universel, probablement. Oui. Le Bell V280, cet appareil-là, pendant longtemps, ils avaient mis un brevet, pendant longtemps, il est même pas si vieux que ça, mais il y avait un brevet sur l'articulation et le brevet était pas encore accepté. Donc, toutes les photos qu'on voyait c'est direct ça, j'allais de dire. l'hélicoptère, Elles étaient brouillées. Ils étaient brouillées ou l'accessoire était peinte en noir pour qu'on Absolument. voit pas comment ça a été fabriqué. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et maintenant, le brevet est déposé. Ouais. Donc là, on voit comment c'est fait. Ouais. Mais c'est assez incroyable. On va faire un dossier sur justement le FVL éventuellement. On met ça à la liste des dossiers. Mais on prépare, on avance sur les auditeurs qui nous écoutent. Ce matin, on a eu notre réunion de production du F-35. Olivier, moi je le dis humblement, je m'occupe de la portion moteur, c'est mon dada. Mais Olivier nous a préparé quelque chose de fantastique au niveau du F-35. Donc, les dossiers, ça avance. Et le F-35, on est extrêmement fiers parce que comme l'avion, on dépasse les temps, on est en retard et on est au-dessus du budget. C'est vous êtes rendu à 12 heures d'enregistrement, c'est ça, hein? Ouais, à peu près. Finalement, on va soumettre une série. Là. Ça sera pas des épisodes tout ça pour dire que oui, ça va être intéressant. On a encore un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Plus le temps avance, plus on a d'informations qui sortent de ces programmes-là, fait que ça va être intéressant. Mais oui, il va falloir faire quelque chose parce que, moi, en ce moment, là, je me sens vraiment comme au début de l'aviation, là, peut-être pas en 1903, là, mais les 20-30 premières années où tous les mois, il y avait quelque chose qui sortait de nouveau, on pétait un record. C'est comme un autre âge d'or. Là. Oui, absolument. Ouais. Moi, j'ai ce feeling-là aussi avec l'aviation chinoise. Les Chinois qui font un paquet de choses. Les Russes sont de retour, puis là, il y a les Chinois qui ont arrêté de copier, qui commencent à sortir leurs propres... C'est fantastique. Coréliens, les Coréliens qui ont réponse à toutes. Ils viennent d'autres planètes. Star Wars, ouais. Exactement. Donc, l'Empire Strike Back bientôt, puis... Tant que vous n'arrivez pas avec les Oraliens, moi, je suis correct. Ouais, non. Fait que oui, il y a quelque chose qui va devoir s'en venir, mais c'est vraiment fantastique. Honnêtement, puis ce concours-là... Oui, le FVL, c'est super intéressant. C'est fantastique, c'est vraiment hot. On parle c'est non seulement pour l'armée américaine qui veut remplacer les Black Hawk, mais les Marines ont décidé d'embarquer dedans. Oui. Parce qu'ils veulent remplacer leur UH-1 Venom, donc la énième déclinaison du Bell 204-205. Et les forces spéciales de l'armée de l'air américaine aussi sont intéressées pour aller ramasser d'autres véhicules. Donc, ça veut dire plus de fonds. Donc, ça veut dire plus de recherche, plus de nouveaux trucs cool. Mais j'allais vous amener un petit peu de ce côté-là. Là. Comment est-ce qu'on entrevoit le passage de ces technologies-là dans l'aviation civile? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être utile rapidement? Oui, moi, j'ai une réponse. Moi, j'ai déjà une partie de la réponse à ta question. Mm-hmm. C'est, entre autres, au niveau des contrôles de vol électroniques, numériques. Mm-hmm. Donc, c'est pas juste une question de fly-by-wire, c'est surtout le contrôle électronique. Puis ça, chez Bell, on le voit déjà parce que, par exemple, avec le 525, le Relentless, il y a beaucoup de technologies sur cet avion-là civil qui est largement inspiré de programmes et de recherche militaire. Et le 525 inspire la solution FARA de Bell, donc on en avait parlé déjà. Ils ont leur Bell 429 avec le rotor de queue électrique. EDAT. Oui, le Electric Distributed Anti-Torque. Oui. Donc, au lieu d'avoir un rotor de queue, on a 4 moteurs électriques dans la queue. Ouais. Donc, encore là, c'est un autre dérivé de ça. Aussi, au niveau civil, dans le cas surtout dans le cas de Bell, parce qu'on les aime bien, ils sont juste à côté. Mais le V280 en fibre de carbone, donc c'est toutes des techniques qui peuvent être appliquées dans le domaine civil après. Comment fabriquer en grande série un appareil à peu de frais. Donc, puis ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'aviation au niveau des fuselages et des pièces, des grosses composantes en carbone, je vous renverrai à l'époque du Beechcraft. Beechcraft tout court qui a eu de très 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 gros problèmes avec ses fuselages en carbone. On s'en rappellera le Hawker 4000. Le Premier, le Hawker 4000, le Premier, le Hawker 4000, le Starship, effectivement. Le Starship, oui. Ils ont eu de très gros problèmes à reproduire. Dans le fond, le fabriquer, c'était correct. Le prototype fonctionnait, mais non, pas le prototype. Ils en faisaient. C'est juste qu'ils ont eu à dealer avec des problèmes de shrink au niveau des pièces finales une fois que c'était sec, là, c'était fabriqué.
Fait que donc il y a beaucoup de cette technologie-là qu'on retrouve aujourd'hui, puis que tu sais, là où je veux en venir avec ça, c'est qu'on dit ouais, le cockpit ou la cellule sera en composite, pas de problème, ils vont te faire ça, le chiffre du soir va faire ça en deux aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, en 2020. Ce qu'il faut savoir et se rappeler, c'est toute cette recherche qui a été faite. Il y a presque 30 ans aujourd'hui, où Beechcraft, ils en ont bavé, là, mais sérieux, là. Il n'y a rien tel que des fonds militaires pour supporter ces améliorations donc, technologiques. entre autres, et ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va arriver à avoir ces appareils-là, ces cellules-là fabriquées, tout en carbone, tout en composite, ça va se faire autant que de fabriquer un fuselage en aluminium. Dans le cas du SB1, je doute qu'il y aura une application civile avec cet appareil-là, mais le V280 pourrait être utilisé pour des recherches sauvetage probablement assez facilement. J'allais demander quelle pouvait être l'utilisation d'un tiltrotor dans une recherche sauvetage. Doit être plus de range ou spécial, rester souvent aussi. La problématique, c'est de rester on station, qu'ils appellent. Oui. Donc, Augusta, sur le projet de rotor basculant civil, qui était jadis le AB209, qui est rendu le AW 609. Pas du tout le 609, c'est les Cobra, mais le 609, qui était avec Bell. Maintenant, c'est juste Leonardo qui s'en occupe, avec leur usine en Philadelphie et leur usine en Italie. Eux, ils ont vraiment une version de recherche et sauvetage. D'ailleurs, ils ont redessiné le plus récent prototype en considération d'équiper avec un treuil pour de recherche et sauvetage. Équipé de quoi comme moteur, messieurs, dames? PTC. Oui, absolument. C'est des magnifiques PTC. J'allais dire P comme dans Papy et Pantoute. Passons, parce qu'on va redécoller Greg avec ça. Ah ouais. Fin du G550. Ah oui, Gulfstream a annoncé la fin de production du Gulfstream 550 la semaine passée. Feeling So Fly, André? Hein? Feeling So Fly? Feeling sur Fly? Tu connais pas la chanson? Non. On mettra le lien dans les notes. Mettra le lien dans les notes. Parce que un autre lien. Là, tu viens de me distraire. De quoi je parlais? Là, j'espère que les gens se rendent compte quand même, ils sont en train de réaliser que c'est pas juste un podcast qui parle d'actualité. Là. Il y a toute une culture aéronautique dans les bâtir. Là. Si vous en doutiez. Oui. Alors, Gulfstream 550, qui a été vendu à plus de 600 exemplaires, qui a été mis au point en 2003. C'est vraiment bonne, premier vol 2003. Et ça a été un gros compétiteur du Global. OK, un très, très gros compétiteur du Global. Ça a permis après ça d'amener les versions le 650 et le 650 long range. Donc, c'est vraiment l'appareil qui a permis à Gulfstream de compétitionner face à Bombardier puis le Global, la série Global Express à l'époque. Puis après ça, on a eu le 5000, 6000, là. Mais c'était vraiment le compétiteur de Bombardier. Oui, absolument. Ils en ont gardé en production pour pouvoir servir des plateformes militaires. Mais là, maintenant, on nous annonce que même ça, il n'y en aura plus. Donc, 2021, dernier Global Gulfstream. J'ai vu passer la newsletter qui annonçait qu'il y avait encore excusez le terme, qu'il y avait encore des slots disponibles pour des versions. Ils disent pas militaires, ils disent des versions utilitaires, missions spéciales. Ouais. Special Mission ou quelque chose comme ça. Donc, oui, effectivement. C'est eux-mêmes qui faisaient cette transformation-là dans ce cas-là? Non, eux autres en ont fait beaucoup avec IAI, les Israéliens, entre autres. Voilà. Il me semblait. Et voilà, ben oui, nos amis. Quelle bonne compagnie. C'est, en tout cas, intriguant, intéressant. En tout cas, ils sont pas à l'affût de nouveaux projets. André, le G550, donc le G5, c'était pas comme un G4 avec des moteurs du Global juste pour venir couper l'herbe sur le pied de Bombardier rapidement? Au départ. Du 450 au 550, il n'y a pas grand-chose de différence en termes de cellules et le gros jump technologique chez Gulfstream, ça a été du G5, entre guillemets, 500, 550, le G5, 550. Le 650 a été le gros step, on va dire, là, où là, on est arrivé avec... un nouvel avion. Complètement. Mais complètement. Entre le 4 et le 5, c'est vraiment fait de quoi de rapide pour... Exact. Répondre à Bombardier. Pour rester dans le marché. Hein. Oui, tout à fait. Pas se faire éjecter, Oui, parce que le gros game changer chez Gulfstream, ça a été... Là, aujourd'hui, on parle beaucoup du 500, le nouveau 500 puis le 600, là, et le 700 qui s'en vient. Oui, et qui sont les réponses au Global 7500. Exactement. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce gros changement là, au niveau technologique et même un peu philosophique chez Gulfstream, ça s'est fait avec le 650. Où là, on est vraiment passé à autre chose. C'est quand même le fun de voir que
Bombardier force les autres compagnies à leur répondre. Oui. Ouais, ben le 7500, on dévie un peu, mais le 7500, quand ils sont arrivés à eBay en 2017, puis qu'ils ont annoncé ils ont changé le nom, puis qu'ils ont annoncé le 5500, 6500, puis qu'ils avaient extensionné le range, le rayon d'action, la distance franchissable du 7500. Ouais. Ce salon-là, ils ont frappé un coup de circuit. C'est un grand chelem qu'ils ont frappé à ce salon-là. Mais moi, j'en profite pour lancer l'invitation à Éric Martel. S'il il veut qu'on y trouve des bonnes raisons, des bons coups, des bonnes choses là, que Bombardier a fait, on peut aider son équipe de marketing s'il veut. Hein? Ah, écoute, le courriel est déjà envoyé. Ça fait une couple de fois que je me réessaye. C'est bon. On pense à toi, André. On est bien installé. On a ouais. tout ce qu'il faut pour Monsieur Martel. Ouais. Gros mouvement de haute direction chez GE, Embraer Et compagnie. Moi, je suis Ouais, le seul à ta avoir... compagnie préférée? Moi, je suis le seul à avoir vu un mauvais move là-dedans. Pourquoi? GE a remplacé... GE Aviation a remplacé son CEO par le CEO d'Embraer, qui est M. John Slattery. Moi, M. Slattery, là, c'est un grand parleur. C'est lui, Il a quand même appelé son mauvais jet le Profit Machine. Oui, mais Olivier en avait trouvé un autre pour les moteurs. Ah oui, Ouais, c'est mais ça, il en avait trouvé un autre pour les moteurs GE. Là. Le Profit quoi? Non, le Bypass. Bypass Hunter. Le Bypass Ratio Hunter. Ouais, c'est ça. Je l'ai partagé, ce gag-là, je l'ai partagé sur Twitter. Puis les journalistes spécialisés américains qui sont sur mon compte avec qui ils l'ont tous trouvé drôle, ils l'ont tous partagé eux autres aussi. Le Bypass Aucun Hunter. droit là-dessus. Je sais. Moi, le cœur sur la main. Non seulement j'amène le dessert, mais j'amène les gags pour mousser la popularité de mes collègues. Oui, mais ils vont te fournir la bière tantôt, fait que... C'est parfait. Oh, mais c'est à toi que ça a profité. De quoi ça a l'air, les C'est à moi. l'aéropode, là? Ben écoute, je peux te verser la moitié des revenus que j'ai fait avec ce gag-là, si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Excellent. Ouais, une division Zéro, par Acceptes-tu zéro pin bar. le petit change? On disait donc. On disait donc M. Slattery, qui était le président et chef de la direction d'Embraer, qui a échoué sa transaction avec Boeing parce que, oublie pas, Parce là. que ça n'a pas marché. Parce que ça n'a pas marché. Au bout du compte, il n'a pas été capable de convaincre Boeing de rester dans le deal, malgré tout ça. Se retrouve comme président de GE Aviation. Remarque que ça se peut aussi que ça soit la nouvelle, tu sais, la philosophie de GE, ça soit de dire, on va mettre du vent dans nos affaires, puis le reste, tu sais... Du vent. Oui, Dans le sens exact. de- Ils font des turbos Vaporware? soufflantes, hein? Ouais, Ben, ils font des turbopropres aussi. Là. Ouais, Fait ouais, qu'ils vont en ça. avoir du vent. Là. Ouais, ça va vanter tantôt. Mais sérieusement, moi, John Slattery, là, en 2017, mon premier salon international, c'était au Bourget. Puis il disait, on a une grosse commande de 2 qui s'en vient. Là. Vous allez voir, avant la fin de l'année, on va annoncer une grosse commande. Puis il avait dit la même chose en 2016 Farnborough. 2018, il a dit la même chose encore à Farnborough. 2019, il est encore venu nous dire la même affaire. Puis moi, je disais à mes collègues, après ça, tu sais, quand on se réunissait, parce que tu sors de là, après ça, on s'en va prendre une bière dans le chalet C'est d'Airbus. Tu sais. C'est la façon de fonctionner au Bourget. Pourquoi tu vas au chalet d'Airbus? Ben, prendre une bière. Ben, jaser avec les collègues, tu sais, c'est toujours là où on est le bien. Mais Airbus sont à Toulouse, fait qu'ils sont accueillants. Ouais, exactement. Et la réflexion que je leur ai faite, c'est écoutez, boys, qu'est-ce que vous avez tant à parler, à vous énerver avec ça? Ça fait 4 ans qu'il nous dit la même chose, puis ça fait 4 ans que ça avance pas. Qu'est-ce que vous pensez qui va changer? Fait que toi, ton point, c'est the most overhyped executive. Oui, mais c'est comme le si c'était prix va à M. Slattery. Oui, parce que comme c'est un grand parleur, ben tout le monde dit il est bon lui. Ben non, mais regarde, il est pas Mais si là, bon que ça. ce qui est intéressant là-dedans, André, là, blague à part, c'est que il risque de bien paraître, malgré tout ça, là, le problème dans ta réflexion, là, c'est qu'il risque de bien paraître. Ça se peut. Parce que chez les motoristes, souvent, tu le sais aussi bien que moi, les mêmes moteurs ou la même technologie peut être utilisée chez des concurrents au niveau airframe. Là. Donc, ce qui fait que, placer un moteur, ben, si c'est pas chez vous, ça risque d'être chez l'autre. Puis si c'est pas directement ce modèle de moteur-là, ça va être la technologie que je vais réutiliser pour l'autre, tu sais. Ouais, mais en Donc, même temps, bien paraître, ben, il est fort probable qu'ils paraissent bien chez C'est possible GE, aussi. C'est possible. On verra. Ben, ouais, mais tu sais, quand ton track record, c'est zip, là, ça me fascine quand Ce qui aurait même été que impressionnant, t'obtiennes ce c'est genre s'il de avait été poste-là. capable de mettre Embraer sur la map. Sincèrement, là, OK? il l'a pas mis. arrière-pensée. Embraer, Mais il n'y a rien de bon qui est arrivé, là. Tu sais, c'est comme quand je sais pas pourquoi
quand il est question d'Embraer, les gens perdent un peu le contrôle. Tu sais, on me parle de le E-Jet, le E1. Et Il y a un bon nom. Le BRJX? Non, oui, OK, oui, je le prends comme ça. Oui. Il t'attendait au détour, là. Ouais, je le prends comme ça. Mais cet avion-là, là, il a pas toffé longtemps. Il en C'est a le arraché. fameux Clean Explain. Là. Ouais, ben, Le c'est monde l'avion dit, jetable. l'avion jetable, passé, ouais. là. Ouais, puis la raison pour laquelle ils ont nommé le E2 le Profit Hunter, c'était pour faire oublier que l'autre c'était un Profit Killer, tu sais. L'Embraer En même 180. temps, pour Ouais, faire l'Embraer oublier, 190, 195, là. Le 180. Comment ça, le 180? Il sort de la maintenance, 180. Oh! Oh, que je retiens celle-là. C'est bon. Hey, Ouais, tu celle-là. vas cartonner Je sur, vais te- ouais, sur je vais- Twitter. Twitter. Je vais te donner 100% des droits si tu veux. Mais c'est ça. Alors, c'est un fort en gueule. Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est Ouais. un bon Après ça, vendeur. Mais il livre pas. Ouais. Ouais, Qu'est-ce écoute, que ça va donner, tous ces mouvements-là? Puis il est Aucune parti idée. avec une partie de son équipe aussi. Là. Oui, là, il est en train de déstaffer Embraer. Alors, la question, est-ce Ça que... allait super bien. Alors, la question, c'est, est-ce qu'Embraer va remonter maintenant ou elle va continuer à descendre? Là, après ça, on pourra Qui va veiller. le remplacer chez Embraer? ben, ça, c'est une bonne C'est question. le directeur des ventes, c'est lui qui Oui. est le directeur des ventes, qui est devenu CEO. Mais puis c'est un pas, j'allais dire un Allemand, mais c'est pas un Allemand, c'est un Néerlandais, ça se peut-tu, c'est un Européen. Ouais. Mais tu penses-tu que l'avenir d'Embraer passe par une haute direction étrangère? Parce que une des problématiques qui est sortie ces dernières années, c'est que le marasme dans lequel Embraer était pogné, là, ça venait du fait que, on le sait, là, c'est un secret de polichinelle, là, le Brésil est très protectionniste, a tendance à être un petit peu renfermé sur elle-même. Puis c'est la plupart des experts s'entendent pour dire que ça, il aurait peut-être pas dominé la planète, mais ça aurait peut-être pu être mieux pour Embraer ces 15-20 dernières années s'ils avaient été un petit peu plus ouverts, un petit peu plus... et que donc, le fait que, par exemple, Slayery est arrivé en quoi? Il était dans la compagnie depuis 2011, mais CEO depuis 2016, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est exactement. En 2016, c'est son premier. C'est là qu'il a commencé à dire on va avoir Exact. une grosse commande de E2 avant la fin de l'année. là, tu sais. Mais bon, c'est ça, tu vas me dire, mon analyse vient d'experts américains. Là, ils disent que ça aurait peut-être pu être mieux si Embraer s'était ouvert un peu plus, tu sais, à l'expertise étrangère avant. On peut le dire la même chose de Bombardier Aviation aussi dans ce cas-là. Bon point, effectivement. Mhm. Ouais, ok. Hâte de voir ce que ça va donner, cette histoire-là. Ouais, intéressant. Mais jusqu'à maintenant, comment ça a été accueilli par les analystes? Ah, écoute, les gens trouvent que c'est une merveilleuse décision. Les journalistes sont tous d'accord pour dire que c'est une merveilleuse décision. En même temps, c'est les mêmes qui disaient d'acheter des titres de Boeing, là, donc bon. Ouais, exact. Oh, pardon. Hey, Oh, là, c'est quoi je cette vais t'obliger, attitude-là? tu m'enlèves les mots de la bouche, Claudia Ouellette. Pardon. Là, moi aussi, je vais être obligé de charger une taxe, là, je pense. Ça Ouais. va être 2 bières au lieu Hey, d'une. mais parlant de ça, on va faire un tout petit détour par Renton pour dire quoi? Qu'il Rien. ne s'y passe Rien. absolument rien. C'est Rien. tout. C'est pour ça que Il vous y a n'avez pas des trouvé ça criquets dans, là-bas. dans les sujets de la semaine. Donc, on passe directement à la défense. Olivier. Premier Super Hornet pour les Blue Angels. Oui, vous avez vu récemment, pas récemment, au mois de mars, je pense qu'il y avait des photos qui circulaient d'un Super Hornet aux couleurs des Blue Angels. Oui, Donc, ils ont peint un avion avant de livrer le premier. oui. Donc là, le premier Super Hornet destiné à l'équipe de Blue Angels, ils ont les F-18C. Les F-18C est après être retiré par la marine américaine. La dernière croisière avec les F-18C embarqués, je crois qu'elle est en ce moment sur un porte-avions. OK. Lorsque cette escadre va revenir, l'avion n'est plus en service. Les Marines sont après s'en débarrasser également. Ils vont rester, d'après moi, ils devraient en rester juste sur certains escadrons de réserve. Ils vont encore avoir ce qu'on appelle les Legacy Hornet, les vieux F-18, Ouais. qui sont quand même plus récents que les nôtres, mais bon. Ils pourraient les vendre au Canada en attendant. Ouais, Ben, l'Australie le fait déjà. Ouais, c'est mais on vrai. pourrait, comme pour prolonger la durée de vie des F-18 australiens, on pourrait acheter les... Ouais, vraiment. Donc, justement, les F-18, c'est des Blue Angels. Comme la marine américaine n'exploitera plus, l'équipe doit changer d'avion parce qu'il n'y aura plus de support technique pour leurs avions. OK. Donc, en 2021, la transition devrait être faite et en ce moment, à Patuxent River, au Maryland, où il y a aussi l'école de pilote d'essai, mais qui est aussi la grosse base de tests au niveau aéronautique de la marine américaine. Ils vont tester les avions pour être sûr qu'ils sont adéquats pour faire les spectacles aériens. Donc, on parle d'installer le Ce serait peut-être mieux de le faire avant de les peinturer, non? Oui, mais ça, je trouve ça un peu bizarre, mais...
Mais bref. On a confiance. J'ai Anyway, t'as pas le choix. J'ai confiance en la marine, donc ils vont modifier les avions avec un système de fumigène, un système pour voler, de carburant pour le vol à l'envers, parce que les Blue Angels volent, certains de leurs avions volent longtemps lors d'une démonstration à l'envers versus un avion en combat normal où ils se promènent pas à l'envers pour rien. Ouais. Ils vont mettre des équipements de radionavigation pour le monde civil. Comme les avions militaires, normalement, ils vont pas dans les aéroports civils, ils se promènent d'un aéroport militaire à l'autre. Mais là, ceux-là, ils vont être équipés en conséquence. Ils vont avoir des caméras sur les avions pour pouvoir filmer les prestations. Cool, ça c'est le fun. Et un ajustement du centre de gravité, parce qu'il y a certains équipements qui sont enlevés, ils enlèvent le canon, des trucs comme ça. Et ils vont devoir venir trafiquer le centre de gravité. Cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moins cool. On les aime, les Blue Angels. Mystérieux pour l'instant. Écrasement d'un F-15C. Oui, F-15C en Angleterre, je vais vous donner le thème exact, le 40e escadre à Lakenheath en Angleterre, le 43e escadron de chasse qui s'appelle les Grim Reapers. Donc un F-15C, un avion de chasse. La version de chasse de supériorité aérienne, en fait, du F-15. C'est écrasé en mer du Nord. Le pilote a été retrouvé décédé, malheureusement. Okay. Et encore là, il y a une enquête. Donc, le premier lieutenant, Kenneth Allen. Connais pas. Qui est décédé dans cet écrasement-là. Et souvent, on va savoir, exemple, il revenait pour atterrir ou les moteurs ont arrêté, il a fait un MD. Là, c'est comme, non. Aucune idée. Aucune idée. Oh, mystère. Mystère et boule de gomme. Ouais, mer du Nord, peut-être les Russes qui ont attaqué en cachette. Non. Ouais, mais c'est pas dans le triangle des Bermudes, alors déjà on a une cause éliminée. Mais souvenez-vous de... Ouais. Oh, que ça a pas me pogné fort. Il y a quelques années, il y avait eu un hélicoptère qui s'était écrasé en mer du Nord ou en mer d'Irlande à cause d'une bulle de méthane. Hein? Là, je dis pas que c'est ça qui est arrivé avec les F-15, là, ouais. Mais il y avait un hélicoptère qui revenait d'une plateforme de pétrole et il s'était écrasé, puis les gens avaient aucune idée, les enquêteurs, comment c'était arrivé. Donc, l'hélicoptère volait à peu près à 1000 pieds au-dessus de l'eau. Et il y a une bulle de méthane qui est sortie de l'eau. Okay. Et l'hélicoptère a ramassé ça avec ses moteurs et ses rotors. Et c'est pas fait pour voler dans le méthane, c'est fait pour voler dans l'air. Les moteurs arrêtés, le rotor a arrêté de faire sa portance. Mais c'était quoi les chances que tu arrives au moment où la bulle sort de l'eau? Et puis je crois qu'ils ont su que c'était ça. Il est arrivé un événement similaire quelques années plus tard avec un autre hélicoptère. Mais quelqu'un qui a rattrapé, là? Ouais, genre l'hélicoptère est pas passé en plein milieu, il est passé juste au côté. Ils ont comme perdu un des deux moteurs puis ça a brassé. OK. Ils ont su que c'était un truc comme ça, une espèce d'accident freak. Wow. Mais quand est-ce qu'on va voir ça dans CSI Miami? CSI Mer du Nord. CSI Mer du Nord, ouais, c'est plus approprié. Mets tes lunettes de soleil et fais une réplique un peu corny. Avec un jeu de mots douteux. Oui, exact. Modernisation des CF-18 phase 2. C'est quoi ça? Oh ouais. Nos F-18 qui rendent de très bons services depuis qu'on les a, depuis comme 1981 pour les premiers. Le premier est au musée à Ottawa d'ailleurs. Donc c'est de nouvelles ces temps-ci. Le programme était sur les livres depuis un bout de temps, mais là, le gouvernement américain a donné le OK. C'est une vente d'équipements militaires à un pays étranger, ce qu'on appelle un Foreign Military Sale. Et là, ça a été approuvé pour nous. On parle de 50 missiles Sidewinder des AIM-9X, la dernière génération, celle qui peut être pointée par le casque du pilote quand ils sont équipés avec le viseur de casque. Ouais. 38 radars des RPG-79 V4, c'est les radars du Super Hornet Block 2. Mm-hmm. Et 46 radomes. Donc, oui, il y a plus de radomes que de radars. Ouais. Parce que les radomes peuvent être frappés par un oiseau, donc il faut pouvoir les changer. Intéressant. Okay. Et on parle d'équiper 2 escadrons jusqu'en 2035, ou peut-être on va avoir un nouvel avion de chasse au Canada. C'est reste à suivre. Ouais, non, mais c'est l'appel d'offres a été prolongé jusqu'en 2040. Ouais, probablement. Fait que vous avez jusqu'à pour les compagnies, les OEM qui nous écoutent là, vous avez jusqu'à 2040 pour déposer votre offre. On n'a plus d'argent, on vient d'acheter 2 Challenger 650. Beaucoup trop de cynisme pour un vendredi après-midi, messieurs. Ouais, c'est vrai. OK. Désolé. Quelque chose de plus le fun, par contre, chevaucher à dos de dragon pour des astronautes. Les 2 astronautes américains qui sont allés à la station spatiale avec SpaceX. Oh oui! Tout récemment, donc déjà 2 semaines. Hein? Mm-hmm. Fait un petit bout de temps qu'ils sont là. J'ai failli me faire avoir, hein, by the way, de regarder ça. Le feed était live. Puis on en a parlé dans les semaines qui sont passées, là. Puis je me suis rendu compte que, je dois avoir passé à peu près l'équivalent de 8 heures à regarder ce feed-là sur YouTube. Ah, il faut vraiment regarder juste avant le lancement parce qu'il se passe absolument rien sinon. Ben, c'est intéressant, là. On a vu la chaussette passer, on en a déjà parlé, mais quand même, intéressant.
Donc, les astronautes en entrevue, ils ont donné leur impression parce que ce sont des vétérans des vols spatiaux, ces deux messieurs-là. Ils ont volé dans la navette spatiale déjà... Auparavant, ouais. Américaine, russe, et là... En fait, eux, ils ont volé la navette spatiale. Je sais pas s'ils ont volé dans ce... Le commandant de la mission, le volé... Oui, ils ont fait du Soyuz. A fait 2 vols de navette spatiale. Je pense que c'est l'autre qui a fait un Soyuz, une navette, un Falcon. Ça se peut. C'est sur leur 3e vol spatial, les deux. Et ils comparaient le Falcon 9 et Dragon à la navette spatiale. Et puis, ils ont remarqué que c'était extrêmement... Ils étaient capables de déterminer quand les moteurs augmentaient leur puissance et quand les moteurs diminuaient leur puissance. Ils le sentaient vraiment. OK. Versus la navette spatiale qui était beaucoup plus lourd. Et donc, c'était un peu moins évident. Et aussi, la navette spatiale, il y avait les fusées à poudre. Ouais. Les fusées d'appoint à poudre. Brassait plus, ouais. Oui, et ces fusées-là, ça faisait quand même 2/3 de la puissance de la navette spatiale au décollage. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment un système qu'on a déjà parlé dans le passé, qui c'est en marche ou éteint. Donc, et lorsque les fusées d'appoint étaient larguées, le Falcon 9 et la navette spatiale, c'est très similaire. Par contre, lorsque le Falcon 9 est rendu dans l'espace et ils sont rendus sur le 2e étage, apparemment, c'était il y avait des bonnes secousses. Doug, il disait que c'était comme conduire sur une route de gravier à grande vitesse. OK. Donc, ils sentaient que la puissance derrière eux. Pendant 5-6 minutes pour accélérer à la vitesse de... Fait que là, ouais. mais tout ça pour dire que c'était bien ou... Oui, ils ont aimé ça. Ils ont dit, on sentait qu'on volait. Là. On était passé dans notre salon. Là. Mais soit dit en passant, on parle de la capsule, là. Je sais pas si ce sera possible de le mettre dans les notes, mais il y a aussi, la semaine passée, ils ont sorti la photo de la capsule de Boeing. Absolument. Quelle différence! Ils comparaient les cockpits. Oui, le cockpit, oui. Je te laisse... Ben, la capsule, c'est pas compliqué. La capsule de SpaceX, le Dragon, le cockpit, c'est comme s'il y avait 3 gros iPads. Ouais. Et puis d'ailleurs, les astronautes ont dit que l'arrimage de la station spatiale était très très doux. Ils n'ont absolument rien senti. OK. Donc c'est exactement comme le simulateur. Si vous avez eu la chance d'essayer le simulateur de SpaceX, c'est la même chose. Et Boeing, leur cockpit de leur capsule, c'est un festival du commutateur, de la Switch et du disjoncteur. C'est des boutons, c'est des disjoncteurs, c'est des switches partout comme un avion des années 60. Ouais, c'est hallucinant. Ce qu'on appelle, en bon français, ça s'appelle un interrupteur à bascule, les toggle switch. T'as l'impression qu'ils ont pris ça, les interrupteurs d'un 737-200, là, ils les ont pris et ils les ont mis sur la capsule. Pire que ça, parce que sur Twitter, il y a un journaliste aéronautique, spécialisé en aéronautique, qui comparait ça. Il dit on dirait un cockpit de B-58. On en parlait cette semaine en joke en préparant l'émission, là. On dirait un cockpit de vieux bombardiers des années 60, là, des switches partout, il y a presque autant, sur la photo, on voit presque autant de breakers, de disjoncteurs qu'il y en a dans le Challenger, le bon vieux Challenger qui date des années 70. Là. Puis tous les écrans, SpaceX, leur écran, c'est comme je disais, c'est des iPads, donc il n'y a absolument rien dans le cadre. Oui. Et la capsule de Boeing, on a des LSK tout autour, donc des Line Select Key. Des touches comme des touches à fonction douce, là, des soft keys tout autour des écrans. Ils ont pêché ça où, je n'ai aucune idée. Mais ils sont en retard. La navette spatiale a l'air d'être plus avancée que cette affaire-là. Mais c'est drôle comme si ça donne l'impression que selon Boeing, il y a une seule façon d'être en sécurité, puis c'est de faire comme on faisait il y a 40 ans avec des processus qui étaient éprouvés à ce moment-là. Alors que SpaceX prouve clairement. Mais je vais t'avouer, sérieusement, pour ma part, là, j'ai eu cette réflexion-là. J'ai eu cette réflexion-là de oh my God, il n'y a pas assez de boutons. Ben, attends, André. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est que ça te... Non, mais ça pousse à la réflexion. Je trouve ça vraiment cool parce que probablement que les gens qui nous écoutent vont dire bon, ah ouais, c'est encore du Boeing bashing. Non, pas sur ce point-là en particulier. La raison pour laquelle j'en parlais, c'est que on voit vraiment la différence c'est des ingénieurs des deux côtés qui ont travaillé là-dessus, là. Mais la vision, l'importance de la vision qui est donnée. On parlait tantôt, je mentionnais de l'expertise québécoise, on parlait des patenteux, comme quoi on était ingénieux, tout ça, mais que il nous manquait uniquement, une vision, une direction à prendre. C'est exactement ça avec SpaceX. C'est des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus des deux côtés. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre, là. C'est de l'ingénierie de haut niveau.
Mais il y a clairement une vision qui est diamétralement opposée à ce niveau-là. Regarde le résultat que ça a donné. Ben, c'est comme si on regarde des tablettes. Regardez un iPad, des nouveaux iPads avec la reconnaissance faciale, il n'y a aucun bouton. Ouais. Puis d'autres tablettes, avec le système Android, les surfaces de Microsoft, il y a des boutons partout et des prises. Donc, Ouais. d'un côté, il y a une direction qui dit, on n'a pas besoin de boutons, on va faire ça, Ouais. voici comment on va fabriquer. Et de l'autre côté, exemple, chez Microsoft ou les Samsung, il y a des boutons. Pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste deux façons de faire complètement différentes. Absolument. Et dans Absolument. Dans ce cas-là, SpaceX, il faut que ça ait quand même un impact sur le pilotage et sur Ah, la ben, sécurité, absolument. etc. Dans- Ça m'étonnerait que Les ça change astronautes rien, là. ont pas dit qu'on se sentait on se sentait pas en sécurité parce qu'il n'y a pas de bouton puis Ah oh non, mon en fait- Dieu, on n'est pas en contrôle. Ils ont, J'aurais dit, pensé plus le contraire. Ils ont Là, il y dit- a peut-être un problème c'est- de trop d'informations du côté de Boeing. ils ont dit c'est très cool. On a contrôlé à la main. C'était comme le simulateur. On a fait des manœuvres puis ok, la capsule est sûre qu'elle s'en va. On va la laisser C'est- tranquille. le système est... Je veux pas aller... Je dirais pas jusqu'à dire que dans SpaceX, ce sont des purs passagers, mais tu pourrais avoir que des passagers dans SpaceX et il y aurait pas de problème. Mhm. Tu sais, t'es pas obligé d'être un pilote de la capsule. Boeing, ben là, c'est la philosophie. On fait tout reposer. Ça prend un pilote d'essai chez Boeing. Ouais, c'est ça. Alors, juste SpaceX, c'est ça, ça prend un pilote. Et voilà. Et cette fille... Mais... Ouais, c'est une belle façon de le montrer, de le présenter. Puis- Olivier, j'aime ça. Parce que Aviation Week, il avait fait une entrevue avec la COO de SpaceX juste avant le lancement. Oui. Le lancement qui a été annulé à cause de la météo. Et puis, il disait justement il y avait l'option d'envoyer les capsules Dragon avec aucun membre d'équipage, juste des passagers, il n'y a aucun problème, ils ont grandement confiance, mais qu'il allait avoir un astronaute, en fait, entre guillemets, un pilote formé par SpaceX à bord de chaque voyage pour s'assurer que tout se Capable de passe bien. reprendre les choses en main Ouais. au besoin, mais via les écrans. Sans être un astronaute formé au niveau de la NASA. Parce qu'il n'y a Non. pas besoin d'avoir cette expertise-là. Mhm. Parce que C'est moins cher, pas mal. le véhicule s'occupe de lui-même déjà très très Et bien. voilà. Ouais, Mais, lui ferait juste l'aller-retour. Là, Ouais. dans le fond, là. mais Ouais. quand tu regardes l'histoire de l'aviation, malheureusement, l'erreur humaine, le pilote est souvent la cause de sa propre... Tu sais, l'endroit le Absolument. plus... Dans le contrôle d'un avion ou d'un vaisseau spatial, le point faible, ça a toujours été le pilote. Ouais. Alors que d'évoluer vers l'automatisation, c'est évoluer vers la sécurité. Même si moi, j'aime ça piloter, Olivier aime ça piloter, faut reconnaître qu'on est le maillon faible du système. L'automatisation, c'est bien parce que j'ai fait un cours sur un nouvel avion en ce printemps, avion que je volerai probablement jamais. Mhm. Donc, on va le mentionner pour pas le nommer, le A220. Ouais, puis C'est- mais c'est une compagnie canadienne, on ne nommera pas, là, mais... C'est un major qu'on connaît pas. Oui, mais c'est un A220. Ouais, c'est un A220, c'est ça. Mhm. Voilà. Donc, j'en en dis pas plus. Mais l'avion, là, c'est un avion qui est fortement automatisé. Donc, si je me trompe pas, André, c'est beaucoup de philosophie comme le Global 7500, au Oui. niveau du pilotage, tout ça. Moi, je suis arrivé, je volais un Dash 8 avant. Donc, je suis tombé là-dedans, c'est comme, wow! Où sont les boutons? Ouais, où sont les boutons? C'est un avion qui est extrêmement simple. L'avion fait beaucoup de choses pour le pilote. Faut se rappeler que faut quand même jeter un œil sur ce que l'avion fait. Parce qu'on reste en contrôle. Ouais. Notre responsabilité, c'est de s'assurer que l'avion fasse ce qu'on lui a dit de faire, mais ça C'est permet comme de... du leadership plutôt que du pilotage. Oui, mais ça permet justement de porter notre attention sur, mais là, on commence à avoir, il commence à faire mauvaise destination. On est mieux commencer à regarder nos aéroports De dégagement. de dégagement, tout ça, au lieu de, mais il faut que je vole mon avion. OK, ben, moi, je vais voler, le commandant, pendant ce temps-là, va s'occuper de la météo ou vice-versa. Là, les deux, on peut juste comme, OK, on regarde, toi, regarde les aéroports 1, 2, 3, moi, je vais regarder les 4, 5, 6 de mon côté. Mhm. Ouais. Puis après ça, on se parle. Ouais, L'avion ouais. s'arrange avec ses troubles, il n'y a pas de trouble. Là. Ouais. On Ah n'a non, pas mais besoin de c'est sûr de que le guetter, hein. plus ça va avancer, meilleure la technologie va devenir et de plus en plus fiable elle va être. Mais c'est absolument fantastique. Puis je pense qu'on a vraiment à travers ça, là, toute cette saga de SpaceX et de retour dans l'espace. On voit vraiment les différentes philosophies là, qui sont en train de s'affronter ou qui vont s'affronter. Parce que les humains, on est très bons pour résoudre des problèmes, pour penser dans le futur. Donc, OK, je suis là, je m'en vais je suis au point A, je vais aller Ouais. au point C, j'ai B entre, mais est-ce que je pourrais pas passer par D? Oui. Exactement. Faire de la Mais- gestion. Faire la gestion, on est très, très bon. Ouais. Mais si, en plus de faire la gestion, il faut qu'on conduise une voiture, qu'on promène en vélo, qu'on coupe le gazon, qu'on fasse un paquet de choses, mais là, notre gestion va être beaucoup moins bonne. Exact. Exactement. Puis André, juste pour continuer ma comparaison, là, on parle de SpaceX, Boeing. Ouais. Ben, c'est un petit peu le même principe entre l'A220 puis le E-Jet, le E2 là. Ouais. On a More of the same. non, mais c'est vrai, on a chez Bombardier avec le 220, l'ancien C-Series, là,
On est vraiment passé à autre chose, tu sais. Alors qu'on est dans la continuité chez Embraer. Là. Donc, fait que tu sais, c'est un petit peu ces philosophies-là dont je parle, c'est ça un petit peu. Si vous voulez un lien avec l'espace, là, je vais vous ramener ça vers une belle boucle. Là. Vas-y. Dans pas mal tous les avions, la police qui est utilisée pour tout ce qui est écrit dans l'avion, dans le cockpit, c'est la police de Futura. Ah oui? Je savais même pas ça. Donc la même police qu'il y avait dans le programme Apollo. OK. Dans l'espace. Donc moi, quand j'avais l'impression de... Hey, je suis pas dans un avion, je suis dans la navette spatiale. Oui. Hey, non, mais c'est pas cool, ça. Impressionnant. Qui c'est qui a dit qu'on n'apprenait rien dans ce Oui, celle-là, je l'ai. Super. Fantastique. On passe brièvement un peu, vu l'heure, sur le 65e anniversaire des Cessna 172. Ah oui, c'est toi qui as ça. Oui, combien de... OK, vas-y, commence. OK. Premier... Vas-y, commence, parce que... J'aurai des questions pour vous après. J'ai un petit quiz. OK. Fait short and sweet. Le premier vol, le 12 juin 1955, pour le 172, qui est lui-même une version extrapolée du Cessna 170. OK. Qui est lui-même une version modifiée du Cessna 305, le fameux Bird Dog. OK. Donc, Cessna, ils aiment ça, recycler des morceaux. Ouais. Donc, ils en ont livré le 172 versus le 170. En fait, au début, ils s'appelaient ça un 170 avec le train d'atterrissage Land-O-Matic. Ils ont mis une roue de nez. Donc, l'avion atterrit tout seul, si on veut. Ouais. Donc, un avion roue de queue, il y a des défis qu'un avion roue de nez n'a pas. Donc, c'est beaucoup plus facile avec un avion roue de nez. Je vole un avion en roue de queue, donc je sais c'est quoi, là. Faut vraiment se méfier. Versus un avion en roue de nez. Donc, ils en ont livré 1100 la première année. Et là, ils sont rendus à 45 000 de livrés depuis le début. OK. Et là, j'ai un quiz pour vous. Je pense que le programme est rentabilisé. Oui, moi, je pense que oui. Donc, d'après vous, au niveau des avions militaires, quel est l'avion, le bombardier, l'avion d'attaque ou le bombardier qui a été le plus construit dans l'histoire de l'humanité? Au niveau militaire? On peut pas parler au niveau des planètes qu'on n'a pas découvertes encore. L'avion bombardier qui a été le plus fabriqué? Bombardier, barre oblique, avion d'attaque au sol. Oh shit, bonne question. Parce que t'as les B-17, les avions de la Deuxième Guerre, ils ont été produits. T'as le DC-3. Ah oui, là, ça inclut toutes les guerres et tout, là? Oh oui, mais c'est pas compliqué, là. Je vous donne la réponse, c'est le Stormovik, le IL-2, 36 000. OK. L'avion de chasse le plus produit? L'avion de chasse? Le F-100? Le Phantom? On n'est même pas dans... Non. L'avion de chasse le plus produit, moi je dirais, le Mustang. Ah oui, c'est fou. Le BF-109, le Messerschmitt 109. Faut aller des appareils de la Deuxième Guerre 34 852. 34 000, OK. Ça inclut ceux faits en Espagne et ceux en République tchèque. OK. On est même pas proche, ouais. L'avion à réaction le plus construit de tous les temps. L'avion à réaction le plus construit de tous les temps, le Starfighter. Même pas proche. 737? Même pas proche. Le MiG-15. Oh. Plus de 18 000. Ah! Ça inclut les versions faites en Chine. OK. L'avion supersonique le plus produit? Supersonique le plus produit? Non, c'est pas le Concorde. C'est pas le Concorde, non, hein? c'est pas le Concorde. Supersonique, le B-58. Non, moi je vais encore m'essayer avec le Phantom. MiG-21, 14 000. Le Phantom, ils en ont fait 5 500 quelque chose. Quand même, c'est beaucoup. Ouais. Au niveau des avions civils, l'avion civil le plus construit. DC-3. Ouais. 16 000. OK. L'avion de ligne à réaction le plus construit. Le 737. Ouais. 10 550. Là-dessus, il y en a 700 qui volent plus. Au niveau des hélicos, l'hélicoptère le plus construit. L'hélicoptère le plus construit. Ah, c'est le UA. c'est le UA, non? Il est en deuxième position, celui-là. Ah, ça serait-tu l'autre, le petit... Le Bell 47. Bell 47, non? Non, le Mi-8 et Mi-17. Ah, L'hélicoptère tout le temps russe. les Russes, c'est vrai. Donc, eux, les Russes, ils en ont fait 17 000. Le UI, on est à 16 000. Ça inclut le 412, OK. le UH-1Y, tous ces trucs-là. Donc, le 172, André, t'as volé un 172? Oui. C'est Un des 45 000, là. Ouais. un des 45 000. Tu sais, quand on parle de grandes réalisations dans l'aviation, ça, c'en est un. Y a-tu un avion, parce que ça a été un avion d'école de pilotage aussi, c'est un avion malmené, torturé. Cessna 172 n'a jamais perdu d'aile en vol, contrairement à bien d'autres avions produits. Dont des Cessna. Dont des Cessna. Les 210, les 177. Mm-hmm. Le 172 n'a jamais perdu d'aile en vol. Les seuls problèmes qu'ils ont eu en vol, c'est les gens qui ont fait des jets négatifs avec. L'aile se plie vers le haut. Mais c'est pas... Oui, ça doit être le fun. Ouais, ça doit être stressant, ça aussi, quand t'es pogné de même. Donc, ils n'ont jamais eu ce genre de problème-là. Et c'est un avion qui... T'as pas besoin d'être ça à coche.
Oh non, ça pardonne. Lui, il pardonne beaucoup, exact. Eh bien, en fait, on en a parlé de ça, là, mais c'est un des seuls avions à avoir défini des catégories. Le Cessna, c'est comme le Kleenex, là. Oui. Ouais. C'est Les comme gens, le Preston. Quand on parle d'un Cessna, les gens ils ont probablement en tête un 172. Oui. Ouais. Exact. Ils ont défini. Un avion de type Cessna. Oui, exactement. Puis ils ont On été. fait des farces avec ça, mais Ouais. c'est ça que les gens ont en tête. Là. Tu dis Ouais, un papier tout à mouchoir, fait. les Un gens ils ont une boîte de Kleenex en tête. Un là. Il avion a qu'à lire les monomoteur. nouvelles des médias de masse pour voir que tout se passe toujours avec des Cessna. Fait Ouais. que donc on peut dire tout de suite aux médias à Montréal que quand ils parlent d'un avion de type Cessna, c'est un 172. Oui, mais en fait, c'est pas aux médias qu'il faut dire ça, c'est aux gens qui déchirent leur chemise sur Internet, dans les médias sociaux. Ils ont encore dit un nom de c'est ça. Oui, mais c'est pas grave. Ouais. Ça fait pas de mal à personne, ouais. Le reste de l'histoire est quand même bonne. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'est 47 000 exemplaires vendus. Oh, là, je pense qu'on augmente à chaque fois. On est Ouais, 45. c'est 45. On est 42 à Mais- combien, là? Ben, Ce qui est impressionnant avec le 172, en fait, ça reprouve encore, c'est pas vraiment un adage, mais le fait qu'un produit n'a pas besoin d'être excellent pour réussir. Il a juste besoin d'être assez bon. Ouais. exactement. La mission. C'est la somme, c'est-à-dire que il y a un paquet de compromis dans le Cessna Ouais. et la somme des compromis fait un bon avion Ouais. qui est fun à piloter. Oui, des avions qui sont plus le fun à piloter, il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui coûtent moins cher, il y en a qui sont plus puissants. C'est le meilleur compromis. C'est le meilleur compromis. Mais ça a quand même démocratisé l'aviation générale aussi. Là. Ouais. Avant ça, c'était dispendieux voler avec un avion et ça a été les premiers à faire un avion pas dispendieux à voler qui pouvait permettre... Amener des choses, parce que si on regarde Ouais. un 120, 140, il n'y a pas d'espace de bagage. Mhm. C'est des petits avions. Ouais. Le 172, 4 places. 3 adultes, là, si on s'entend. Oui, ça fait- Ben, les années 60, c'était 4 adultes. Ouais, t'as raison. Dans les années 60, c'était 4 adultes. Ouais. Avec un régime de COVID, c'est probablement un adulte. Et c'est ça. Donc, c'est si la journée où l'hélicoptère aura l'équivalent d'un Cessna 172, c'est-à-dire, C'est pas le Robinson? Mais il y en a déjà un, c'est le Robinson. oui, mais t'es encore bien trop dispendieux dans les coups de Quand même, ils en ont au-dessus de 8000 de fait. Ça serait de proche de 10 000. Oui, mais Les R22, là? Les Ben, je petits, pense on parlait du tout- petit. c'est tous pas- les modèles. c'est pas pour les, c'est pas à la portée de monsieur. Ben, et ça madame le tout sera monde. jamais. Ouais, mais ça a commencé plus tard aussi. là. Mais Frank Robinson, vous vous souvenez, Cessna avait fait un hélicoptère, le CH-1 Skyhook. Ouais. Donc, il y a encore des records d'altitude pour un hélicoptère qui sont détenus par l'hélicoptère de Cessna. Je crois que M. Robinson avait travaillé pour Cessna sur ce projet-là. Et ensuite, quand Cessna a arrêté le projet, M. Robinson est allé travailler chez Bell. Et il a toujours gardé cette idée-là de faire un hélicoptère. Mais la journée où public, ils vont, grand vont public, réussir à faire un avion aussi facile et peu dispendieux à opérer, l'hélicoptère va sortir peut-être un petit peu de ses... Ou ça arrivera jamais. On va Ça arrivera jamais, c'est trop dur à piloter. Ouais, c'est quand même une autre coche. C'est quand même une autre. Aujourd'hui, à l'émission, pour couvrir en fait un de nos deux dossiers principaux, on a avec nous Mme Chantal Duchesne, qui est directrice générale de la régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly. Mme Duchesne, bonjour. Bonjour. Bonjour Chantal, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, ce dont on veut parler un petit peu, c'est la situation des aéroports régionaux au Québec face à la COVID-19. Parce que souvent, quand on parle d'aéroports au Québec, on pense tout de suite à Dorval, on pense à l'aéroport de Québec, mais on oublie souvent qu'il y a beaucoup d'autres aéroports importants au Québec qui sont les aéroports régionaux. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit portrait un peu de la situation actuelle à Montjoly avec la COVID-19? Oui, tout à fait. Alors, si on compare versus l'année 2019, nous, pour les 2 dernières semaines du mois de mars, on était à 15% de nos opérations, donc de nos mouvements. Donc, et puis pour le mois d'avril, on a atteint environ 29%, et le mois de mai, on est tout près du 40% des opérations. Mais quand même, là, on voit quand même une diminution drastique entre 85 et 60% de diminution de nos mouvements. Oui. Donc, ce que ça implique, c'est sûr qu'on a dû faire des coupures, tant au niveau là, des budgets des sommes allouées qu'au niveau de certains employés. Et puis, on est toujours en demande pour avoir de l'aide des paliers gouvernementaux pour nous aider, parce qu'on voit là, qu'il y a plusieurs transporteurs qui ne font plus les dessertes dans les régions. Alors, évidemment, les aéroports municipaux sont directement impactés par la COVID-19. OK. Mais Québec a annoncé à un moment donné, au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, une enveloppe spéciale de 40 millions là, pour le transport aérien régional, mais il n'y avait rien pour les aéroports dans cette enveloppe-là. Hein?
Exactement. Alors, cette enveloppe-là de 40 millions, elle est donnée aux transporteurs pour pouvoir permettre de maintenir certaines lignes. Donc, une des plus populaires, évidemment, c'est celle vers les îles de la Madeleine. Mais malheureusement, dans tout cela, il n'y a aucun montant qui est donné aux aéroports. Puis, bien évidemment, le transporteur n'est aussi pas dans l'obligation de payer ses frais d'atterrissage, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une aide exclusive aux transporteurs. OK. Puis, dans le cas de Montjoli, comme bien des aéroports qui ont été municipalisés au Québec ou au Canada, ce sont les municipalités, les MRC de la région qui supportent financièrement l'aéroport, exact? Exactement. Donc, nous, ici, à la régie, on est une régie de 4 MRC. Donc, qui sont propriétaires de l'aéroport de Montjoli. Alors, au niveau, là, pour nous aider, ils sont responsables de nous aider dans la situation. Mais ce sont on s'appelle si on est en région, donc c'est quand même des petites MRC. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que le budget de l'aéroport, c'est quand même lourd pour tout ça, là, oui. Ouais, donc parce que moi, ce qu'on m'a rapporté, je connais pas la situation précise à Montjoli, mais on m'a dit que le déficit de certains aéroports régionaux au Québec, là, ça allait représenter l'équivalent de 5 à 15% du budget des MRC ou des municipalités qui en ont la charge. Est-ce que c'est possible qu'on soit dans ces eaux-là avec Montjoli? Ben, j'ai pas les chiffres des 4 MRC. Nous, ici, écoutez, pour le moment, on n'est pas déficitaire parce qu'on a dû couper, donc, évidemment, là, dans nos dépenses, dans nos employés, tout ça. Puis, on n'a pas les chiffres. Puis comme nous, on a 4 MRC, fait qu'il faut vraiment faire l'addition. Nous, on prévoit quand même un déficit d'exploitation cette année, mais pour dire au pourcentage des municipalités, j'ai pas les chiffres. OK. Mais on s'entend, un aéroport régional comme Montjoli, depuis 10 ans, 15 ans, elle survit grâce à la volonté des élus régionaux, des municipalités puis des MRC. C'est eux qui maintiennent l'aéroport à bout de bras au niveau des finances puis des... Ben oui, tout à fait, c'est eux. Nous, ici, à la régie intermunicipale, il faut quand même que je vous dise qu'on n'a jamais eu aucun déficit en 15 ans. Okay. Alors, on a toujours été capable là, d'entrer dans nos budgets. On n'a jamais utilisé les quotes-parts là, pour aller se rembourser. Cette année, ben écoutez, c'est probablement la première année on va avoir à utiliser les quotes-parts. OK, ça marche. Puis à ce moment-là, les sources de revenus, vous autres, à part les frais d'atterrissage, il y a quoi d'autre pour un aéroport régional? Ben écoutez, on a évidemment les frais de location à l'intérieur du terminal pour les compagnies aériennes ou les compagnies de location automobile, les concessionnaires. On a évidemment les stationnements, puis il y a les frais d'atterrissage, les frais d'aérogare et les frais d'amélioration portuaire. Alors c'est ce qui représente la totalité de nos revenus. Mais on s'entend que les frais d'amélioration aéroportuaire et de stationnement, quand il n'y a pas de passagers, ça manque. C'est directement lié. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas d'atterrissage, il n'y a pas de passagers. S'il n'y a pas de passagers, il n'y a pas de voiture. OK. Et Madame Duchesne, quels sont les transporteurs qui desservent Montjoli? Juste pour se resituer un peu, là. Ben en temps normal, on a Air Canada, PAL Airlines et Pascan Aviation. Okay. Mais en ce moment, on a PAL Airlines et Pascan Aviation seulement. Juste à titre informatif, normalement, nous, on a aux alentours de 1000 vols par mois. Puis ce mois-ci, on en a 243. OK. Ouais, OK. Alors, même les frais d'atterrissage ont beaucoup diminué parce qu'évidemment, si Air Canada venait souvent avec les plus gros avions, quoique PAL aussi vient avec des Dash 8, mais c'est beaucoup moins de vols, donc beaucoup moins de revenus. Ça veut dire que pour le budget d'hiver et de l'entretien d'hiver, avec les volumes actuels, c'est pas tenable. Non, avec les volumes actuels, c'est absolument pas tenable. C'est pour ça qu'on a fait une demande au gouvernement du Québec et une au gouvernement du Canada. Pour le moment, on n'a aucune réponse, on n'a aucune aide financière. De plus, la subvention pour le maintien des salaires, donc la fameuse subvention du 75% de la masse salariale, elle nous est refusée parce qu'on n'est pas une entreprise. On est une régie intermunicipale. OK, vous êtes un organisme public, oui, effectivement. Donc, exactement. Vous n'avez pas droit à ce genre d'aide-là. Okay. Donc, pour le moment, on n'a aucune aide d'aucun palier. La porte n'est pas complètement fermée avec le gouvernement du Québec. Le Réseau québécois des aéroports a déposé une demande. On est en attente d'une réponse. Mais là, écoutez, ça fait quand même tout au près de 4 mois. Là. Ouais, puis on n'a encore pas de réponse. Ouais. Puis vous disiez que vous aviez
pas de réponse, ou en tout cas pas de soutien pour l'instant du gouvernement fédéral, mais avez-vous au moins réussi à parler à quelqu'un du cabinet du ministre Garneau, par exemple? Ben, en fait, moi, c'est mes élus qui communiquent directement, c'est un côté politique. Mais oui, on a eu des discussions là ici avec le ministre Garneau et évidemment du côté du Québec avec le ministre Bonnardel. Donc, ils ont reçu tous les deux les demandes des aéroports régionaux. Et oui, il y a des pourparlers, mais pour le moment, il n'y a aucune aide d'annoncer. Ouais, mais là, c'est que, évidemment, on est dans un cadre non ordinaire, c'est-à-dire que le cheminement normal d'une demande d'aide qui pourrait prendre des fois 1 an ou 2, c'est pas tenable pour un aéroport comme Montjoli, puis la plupart des aéroports régionaux maintenant, ça prend de l'aide là, bientôt. Ben effectivement, nous, c'est sûr, les aéroports régionaux, ce qu'on comprend mal, c'est qu'ils ont été capables de débloquer 40 millions pour les transporteurs, quand même dans un court laps de temps. Mais ces transporteurs-là, on s'entend qu'ils doivent atterrir aux aéroports. C'est difficile de comprendre pourquoi c'est facile ou rapide avec les transporteurs, mais pour les aéroports, pas du tout. Ça va ensemble, là. C'est bien beau donner des sous aux transporteurs, mais si l'aéroport elle est fermé parce qu'on n'a plus de personnel, puis on n'a plus moyen de payer les gens, mais il ne pourra pas atterrir nulle part, cet avion-là. Là. Mais vous avez mentionné, si j'ai bien entendu, qu'ils n'ont pas l'obligation de payer les frais d'atterrissage? Ben, en fait, c'est comme toute bonne entreprise, donc au niveau légal, ils doivent payer, mais s'ils sont incapables de nous payer, nous, on n'a pas le droit d'interdire les atterrissages ou les décollages. Donc, à ce moment-là, ben, le transporteur continue de venir, mais ne nous paie pas. Donc ça prend les recours. Ces transporteurs-là ont reçu du financement gouvernemental et en plus financent leur flux de trésorerie à même, encore une fois, un organisme paragouvernemental, dans le fond, là. Fait que moi, je pourrais pas dire ce qu'ils font avec les sous, si les sommes ont déjà été versées ou s'ils sont encore en attente. Mais en ce moment, c'est nous qui supportons les employés pour pouvoir maintenir l'aéroport au pouvoir, pour pouvoir permettre aux gens d'atterrir. Puis, ben, pour le moment, ce qu'on nous dit, c'est que certaines d'entre eux, c'est pas tous, là, on s'entend, là, mais il y a certaines compagnies qui sont incapables de nous payer parce qu'ils n'ont pas les liquidités. OK. Ça marche. Tout à fait. Bon. Et ça, c'est pour la situation actuelle, mais du point de vue de la reprise, comment est-ce que vous entrevoyez les choses? Avez-vous l'impression que ça va recommencer tout d'un coup, que ça va être long à revenir au niveau antérieur? Mais surtout d'un point de vue régional. Ben, nous, ici, on a un conseil d'administration qui est très, très, très actif. On prévoit que la reprise va être longue et lente. Certaines études nous démontrent que la reprise au normal en temps d'avant COVID, ça prendrait 3 ans. Alors, je pense que c'est le bon moment pour faire une réflexion sur l'avenir des aéroports régionaux et leur méthode de revenus. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, on est en train de se réinventer et puis de trouver des solutions pour diversifier nos sources de revenus. Puis aussi, là, parce qu'on s'entend que la COVID-19, c'est une étape, mais personne ne sait si dans 2, 3, 1 an, si ça va revenir. Donc, faut développer de la résilience au travers de tout ça, là. Puis c'est ce qu'on est en train de faire. Mais le modèle actuel des aéroports régionaux, selon moi, doit être repensé, puis on doit s'adapter comme toutes les autres entreprises. C'est excellent. Parce que faut souligner aussi que historiquement, l'aéroport de Montjoli, en Gaspésie, c'est un aéroport important. C'est une espèce de petit hub régional, là, si je peux utiliser l'expression. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais quand il y a beaucoup de travail dans le nord du Québec, dans les mines, dans les projets hydroélectriques, les travailleurs de la Gaspésie sont souvent en proportion gardée nombreux à aller sur ces chantiers-là, et c'est souvent par Montjoli qu'ils passent pour prendre l'avion. Ben c'est tout à fait vrai. Donc, on est le plus gros aéroport à l'est de Québec et on a beaucoup. C'est ce qui nous permet, nous, un peu de s'en sortir mieux que d'autres aéroports, là. On a encore la clientèle minière, la clientèle des travailleurs essentiels qui partent ici au moyen de nos lisements vers les chantiers. Alors, c'est ce qui nous permet en ce moment là de passer au travers de la vague plus facilement que d'autres qui sont entièrement imputés. On est extrêmement chanceux. Il nous reste quand même 2 transporteurs, même s'ils viennent pas tous les jours. Il y a certains aéroports qui n'ont plus rien du tout, là. Ouais, tout à fait. Donc, c'est sûr que nous, de par notre position,
de la façon dont notre structure était faite, notre clientèle plus diversifiée étant évidemment le plan Nord, les gens d'affaires, la clientèle famille, les voyages famille, amis ou évidemment le tourisme. Le tourisme, on a tout perdu là. La clientèle pour famille, amis, tout ça, la clientèle, évidemment, ça aussi, c'est entièrement disparu. Fait qu'il nous reste simplement les mines et puis les travailleurs essentiels. OK. Puis ça me fait penser, dernière petite question pour vous. Je me rappelle, à l'époque, on a vu, par exemple, Sunwing aller à Sept-Îles, si mes souvenirs sont bons. Je regarde mon pilote laconique du coin de l'œil. Est-ce qu'ils allaient aussi à Montjoly? Oui, tout à fait. Alors, nous, Sunwing, là, évidemment, on a des doutes là, sur ils vont revenir l'hiver prochain. Par contre, cet hiver, on avait un vol par semaine. Cette année, c'était à destination de Cuba. Et puis, les années précédentes, on avait 2 destinations. Alors oui, c'est un transporteur et puis évidemment, c'est hyper populaire. Là. Les gens de la région, c'est très facile pour eux là, de prendre l'avion de Montjoly. Oui, tout à fait. Okay. Donc, on voit quand même l'importance, encore une fois, d'un aéroport régional, surtout pour un grand territoire comme nous au Québec. Mais c'est nécessaire autant pour les avions ambulances, les avions de la SOPFEU, les avions de la SOPFIM. Ici, on a beaucoup d'entraînement militaire, des écoles de pilotage. Écoutez, c'est nécessaire pour les régions. Là. C'est sûr que les régions, on aimerait beaucoup avoir un peu plus de droits, en fait, en étant, sans être un aéroport dédié comme Montréal, là, mais avoir le droit d'avoir des douanes sur un système, évidemment, là, de flottant, là, qui appelle donc une équipe qui pourrait se déplacer à la demande ou des choses comme ça. Ça nous a toujours été refusé. Parce qu'on se comprend que en ce moment, les non-lisements, les compagnies se retournent beaucoup vers ça parce qu'ils trouvent ça plus sécuritaire que, disons, envoyer leurs employés sur un vol commercial. Donc, c'est des options, mais pour le moment, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de droits. C'est sûr que là, c'est faire changer la loi, puis c'est extrêmement compliqué. Mais ce serait une des nouvelles solutions sur lesquelles vous pourriez travailler, donc ce que vous disiez tantôt de se réinventer. Ça pourrait peut-être de faire réémerger ce dossier-là, là, de faire revenir les douanes, par exemple? Écoutez, quand on prend un vol, disons, comme Sunwing, qui pourrait aller directement de Montjoly vers le sud et revenir ici, dans des cas de COVID-19, on s'éviterait d'obliger les passagers de passer par les points chauds. Oui, tout à fait. Donc, ça serait plus sécuritaire pour les risques de pandémie. C'est sûr que nous, à ce moment-là, il y aura plus de transporteurs intéressés de partir de notre région parce que on a beaucoup de gens qui veulent prendre l'avion, mais c'est des frais supplémentaires pour le transporteur qui doit aller à l'aller et au retour, soit à Montréal ou à Québec. Oui, tout à fait. Exact. Okay. Ça l'empêche beaucoup le développement. C'est sûr que, comme nous, Montjoly, là, on voudrait avoir les douanes, on est en processus là, d'avoir les douanes 15 passagers moins, au moins pour être capable de répondre à la clientèle d'affaires. Excellent. Ouais. Une très bonne nouvelle, effectivement. Donc, ça passe vraiment par des initiatives comme ça pour développer l'aéroport, l'entité comme telle, et donc éventuellement passer à autre chose, comme le besoin est criant de passer à autre chose, de faire passer à la vitesse supérieure. Oui, tout à fait. Autant pour le transport des colis, ces choses-là, ça pourrait être aussi une avenue intéressante pour pouvoir, les commerces de la région exporter leurs marchandises, mais aussi pour faire entrer ce qu'on a besoin. Là. Ouais. Donc, d'un côté, pour l'instant, vous êtes un petit peu un service essentiel pour la région, mais de l'autre, on vous considère comme une entreprise privée qui ne doit pas être ni supportée, ni... vous êtes un peu dans une situation particulière entre l'arbre et l'écorce, finalement. On est effectivement dans une grosse impasse parce qu'on est obligé de rester ouvert parce qu'on a des gens malades. Oui, il y a la COVID, mais il y en a encore des gens qui font des crises cardiaques, là, on le rappelle. Là. Puis, on est obligé d'être ouvert. Puis ça fait notre, on est heureux de pouvoir servir notre population. C'est notre mandat, c'est notre mission, là. Puis dans un autre sens, écoutez, ils nous disent, vous devez rester ouvert, vous devez pas faire de déficit, vous n'avez pas le droit à aucune aide gouvernementale. Fait que, puis on vous donne pas non plus le droit de pouvoir vous développer au niveau d'avoir certaines autorisations que les aéroports dédiés ont. Donc c'est sûr qu'on est vraiment dans une position difficile, les aéroports régionaux. Ouais, tout à fait. On souhaite, comme vous le disiez, que cette crise-là serve. Visiblement, votre réflexion est très bien avancée à ce niveau-là, mais qu'elle aide un petit peu la réflexion des gouvernements à savoir quelle est votre place dans le développement économique puis le support social, dans le fond, dans les régions. Si quelqu'un doutait encore que les régions se doivent de se développer, là, c'est... D'être connecté. D'être connecté, oui, absolument, tout à fait. On voyait avant la COVID un beau mouvement là, de la part des deux paliers. Ils désiraient beaucoup augmenter le tourisme international, apporter des forfaits, des choses comme ça dans les régions. Mais encore une fois,
tout ce trafic-là devait passer par soit Montréal ou Québec avant de pouvoir atterrir chez nous. Donc, la réflexion, elle était commencée avant le début de la crise parce que, je pense que les gouvernements, ils veulent avoir une très grande mobilité sur le territoire. Par contre, ils nous donnent pas les outils pour pouvoir le faire correctement. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est un des messages qui est à retenir. C'est qu'on Ouais. on veut que les choses se fassent, mais on donne pas les moyens de le faire. Exact. Écoutez, nous, les aéroports régionaux, ce qu'on voudrait, c'est pas être toujours demander, excusez-moi l'expression, mais pas toujours clémenter un poisson, là. On voudrait avoir une canne à pêche pour être capable de pouvoir se développer puis servir notre région. Moi, mon mandat, c'est de servir ma région, mes citoyens, là. Ouais. On voudrait être capable de leur donner ce qu'ils ont besoin, avec avoir le droit de se développer au même titre que les gros aéroports. Puis je pense que les régions, on est tout à fait capable. On a les gens, on a l'expertise dans la région, on a les infrastructures. Donc, moi, je pense que le gouvernement devrait essayer de nous aider un petit peu dans tout ça. Écoutez, le message est lancé. Absolument, En tout en cas. espérant qu'ils nous écoutent. De plus en plus, mais il faut en lancer des messages. Donc, c'est fait. Excellent. De toute façon, on est d'accord. Et on vous souhaite d'ailleurs le meilleur des succès dans vos représentations et dans la suite de la transformation de vos opérations. La seule chose que je peux vous dire, c'est que à Montjoly, on continue. Puis écoutez, l'aéroport ne fermera pas. On est là, on va continuer de servir toutes les gens de la région, les entreprises, encore comme notre mandat, notre mission le fait, puis on va être là très longtemps. On vous le souhaite. C'est vraiment bien. C'est encourageant de vous entendre déjà là. Donc, on espère que ça va durer longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. À la prochaine. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir. On est-tu rendu à la bière? Oui, absolument. Hey, on peut-tu... C'est toi qui arrête l'épisode, André? Oui, mais André, il est tanné. on peut-tu plugger notre fournisseur de bière pour aujourd'hui? Ah, absolument. Pourquoi pas? Ben oui, écoute, on va l'annoncer en grande pompe. Molson, salut les vrais. Et non, malheureusement, ça ne sera pas Molson. Non, en fait, c'est Nolinor qui nous a fait passer de ce que je comprends, c'est une des bières, ou en tout cas, c'est celle qui est actuellement brassée. Donc, on reconnaît là un petit peu l'ingéniosité et l'esprit, la créativité, l'esprit indépendant de Nolinor Aviation. Donc, l'équipe marketing qui nous a fait passer pour nous remercier de l'entrevue et de tout ce qu'on avait été faire au niveau quand l'Antonov était venu. Donc, on les remercie beaucoup. C'est très gentil. On s'attendait pas à ça. Je vous promets qu'on va l'apprécier, la déguster. On va faire un compte rendu au prochain épisode. Je pense que oui. Écoute, c'est un sujet d'aviation. C'est une bière. Sur le tarmac, ça va être parfait. Exactement. C'est une bière brassée par, ou en tout cas pour un transporteur aérien, dégustée par des professionnels de l'aéronautique. Donc, ça ne peut que bien aller. La boucle est bouclée. Et voilà. Là-dessus, chers auditeurs, merci d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellette, André Allard, Olivier Lacombe, Grégory Blanc. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.